La plupart d'entre nous aiment boire un verre. Et nous dissertons aussi volontiers sur la bière, le gin ou d'autres alcools forts. Nous avons tous une idée sur la conduite à tenir par rapport à l'alcool, y compris moi. Pourtant, quand j'essaie de réduire drastiquement ma consommation pendant plusieurs mois, j'échoue lamentablement. Pourquoi est-ce si difficile de ne pas boire? Que savons-nous de l'alcool finalement? En Europe, la consommation d'alcool est en légère baisse depuis 3 décennies, alors qu'elle augmente partout dans le monde. Le nombre d'alcooliques ne cesse de croître. Ils sont 140 millions à l'échelle mondiale, et la consommation d'alcool excessive est à l'origine d'environ 3 millions de décès par an. Alors, pourquoi l'alcool connaît-il un tel engouement? Comment se fait-il que nous occultions si bien ces dangers quand nous buvons? J'ai grandi dans un pays où le vin est une tradition ancestrale. À la maison, le soir, il y avait toujours une bouteille de vin rouge sur la table. Et j'aime boire un verre au quotidien, pour me détendre. J'ai beaucoup d'amis qui font du vin, comme ici en Sicile. En règle générale, je bois un verre à midi et un le soir. Quand on est entre amis, ça peut aller jusqu'à 2 verres. Mais on sait se limiter. Le vin doit rester un élixir de vie. Ce parfum, c'est magnifique. Je veux comprendre pourquoi nous buvons. Quels sont les effets de l'alcool sur le cerveau et sur l'organisme? Et pourquoi nous occultons si facilement ces dangers? Pour cela, je vais partir en voyage autour du monde pour rencontrer des buveurs, bien sûr, mais aussi des producteurs d'alcool, des psychologues et des médecins. L'alcool est une drogue extrêmement maligne. C'est une petite molécule qui se diffuse très rapidement et qui stimule ou qui inhibe tout un tas de régions du cerveau. Il inhibe les mécanismes de la responsabilité, de l'inquiétude et de l'anxiété, et donc on se relâche, on se sent joyeux. Mais on peut aussi faire des choses idiotes, et c'est parfois ce qu'on apprécie. Il agit de façon globale sur le cerveau. À petite dose, il met de bonne humeur, il atténue le stress et réduit l'angoisse. Mais plus on en prend, plus on va vers les problèmes d'ébriété et d'agitation. On peut dire que chacun des 200 milliards de neurones du cerveau sera affecté par l'alcool à un moment donné. Pour David Nutt, l'affaire est entendue, l'alcool est une drogue. Les viticulteurs vivent donc au milieu de champs de stupéfiants? Il y a des gens qui sont absolument opposés aux stupéfiants, mais en général, ils prennent eux-mêmes des drogues. Ils boivent de l'alcool, du café ou du thé. En fait, les personnes qui ne prennent aucune drogue sont extrêmement rares. C'est une habitude très humaine. Je dirais que, tout comme les arts et la musique, c'est l'un des traits distinctifs de l'humanité. Notre cerveau cherche volontiers à s'améliorer. C'est ce que lui offrent les drogues. Donc la bière fraîche et le bon vin sont aussi des drogues. Mais pourquoi quasiment personne ne le dit? Le terme drogue n'est utilisé que pour désigner des stupéfiants illégaux. Et de cette façon, on rassure les consommateurs d'alcool. Ils le font d'ailleurs eux-mêmes. Ça leur permet de dire « Nous n'avons pas de problème de drogue. Nous buvons seulement de l'alcool. C'est un simple produit de consommation culturelle, une boisson plaisir, un aliment, ou que sais-je encore. » Il convient pourtant de parler de psychotropes, de stupéfiants ou de drogues. Objectivement, tous ces termes conviennent aussi bien à l'alcool qu'aux substances illégales.
Mais quel que soit le terme qu'on va utiliser, on est sûr de provoquer un tollé, une vague d'indignation. Parce qu'en stigmatisant les autres substances, en les qualifiant de drogue, je me dédouane. J'évacue toute possibilité de remise en cause de ma consommation d'alcool. À chaque gorgée de bière ou de vin, on prend de la drogue, mais sans l'admettre ouvertement. Pourquoi le faisons-nous ? Toutes les cultures ont une façon de modifier l'état de conscience. Et si ce n'est pas au moyen de drogue, c'est par la respiration ou l'exercice physique. C'est peut-être lié à la conscience que nous sommes là pour un temps limité. On ne sait pas ce qui se passe après la mort. Mais quand même, on a ce désir d'accéder à d'autres dimensions du réel. Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te présentons ce calice, pour qu'il soit le calice de la guérison. Nous vivons dans une société où on exige toujours davantage des individus. Et après une journée de travail intense ou stressante, l'alcool est une substance qui permet à chacun de nous de se décontracter assez rapidement, de relâcher cette pression psychologique, de se lâcher, comme on dit communément. L'alcool a la particularité de permettre de s'enivrer par paliers successifs. On peut se contenter de prendre un petit verre et d'être pompette. Mais ensuite, plus on boit, plus on va se désinhiber et on peut continuer ainsi par étapes jusqu'au coma éthylique. C'est une faculté culturelle qu'on acquiert très tôt en Allemagne. On peut aller au bistrot, bien sûr, mais ce n'est pas pareil. On a beaucoup plus d'inhibition, on a plus de mal à sortir de sa coquille. Alors qu'ici, on a l'impression de pouvoir se lâcher, en fait. Faire un peu l'andouille et s'amuser, c'est tout l'intérêt qu'on trouve ici. C'est génial de se bourrer la gueule tous ensemble, sans que personne n'ait rien à redire. Le contexte social a sans doute plus d'importance que la drogue elle-même. Par exemple, si on boit de l'alcool dans un endroit romantique, avec de la musique douce, en présence de quelqu'un qui nous est cher, l'alcool peut conserver une fonction de détente et d'apaisement. Mais si l'on se trouve dans une zone de guerre, ou bien dans un environnement où règne l'agressivité et la violence, l'alcool peut stimuler autrement le cerveau, lui faire perdre ses inhibitions, et on peut faire des choses très dangereuses. L'alcool a une large gamme d'effets potentiels sur le cerveau.
J'imagine pas le football sans l'alcool, parce qu'il rapproche les gens, il renforce la sociabilité. Tout le monde va au pub, on y retrouve les copains. C'est un peu comme si on appartenait à la même tribu. On discute, on se met dans cette ambiance très particulière de l'avant-match, on se laisse gagner par l'excitation. Je trouve que le football et l'alcool vont très bien ensemble. Ça permet de vivre plus intensément ces moments-là, de ressentir plus fort cette franche camaraderie. Ouais, c'est un rituel. On arrive tous à la même heure et on vient prendre sa première pinte de la journée, un jour de match. J'avais 14 ans et une amie avait organisé une fête chez elle. On était assez nombreux. Jusqu'à présent, on avait tous bu des boissons un peu alcoolisées à l'occasion et des trucs très légers. Mais je me souviens de ma première gorgée et de cette sensation de chaleur qui a envahi mon corps. Tout d'un coup, j'ai ressenti une sorte d'assurance, quelque chose de complètement nouveau et une grande énergie. Et je me suis dit, c'est moi ça me plaît. Et dès cette première fois, j'ai bu beaucoup plus que les autres et j'ai commencé à être saoule. J'ai eu toute une période comme ça, avec ma bande de copains. On avait 15, 16, 17 ans, on allait à des fêtes, et j'ai remarqué que c'était toujours moi qui me retournais la tête. J'allais jusqu'au trou noir. Je faisais et je disais des tas de choses, et le lendemain, j'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé. L'humanité boit de l'alcool depuis des temps immémoriaux, au moins depuis 10 000 ans, nous dit l'archéologie. Mais la consommation a considérablement augmenté depuis l'industrialisation de la production. Tout d'un coup, on a pu se procurer de l'alcool partout et à toute heure. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires annuel du marché mondial de l'alcool s'élève à 1300 milliards de dollars, et il est en augmentation. Quelle est l'influence de cette industrie sur notre consommation ? Nous avons cherché à en discuter avec plusieurs grands groupes. Seul Carlsberg a bien voulu nous parler. On est en train de vivre un âge d'or de la bière. Et je ne dis pas ça à la légère, ni parce que je travaille dans ce domaine. Je ne suis pas brasseur, je suis un buveur, j'aime la bière. Aujourd'hui, le consommateur a plus de choix dans ce domaine qu'il n'en a jamais eu. Et je crois que la tendance va se poursuivre. Les gens vont tester davantage de choses, étendre leur registre et multiplier les occasions de consommer ce produit. Et cette révolution va toucher le monde entier. Le pouvoir d'achat des consommateurs augmente. La curiosité envers les nouveaux produits se développe très rapidement. Et la révolution numérique nous permet de toucher des millions de consommateurs. Ce serait de la folie de ne pas saisir les opportunités qui se dessinent en Inde et en Chine. La conquête de nouveaux marchés fait partie de ma mission chez Carlsberg. Et je passe beaucoup de temps à les étudier, à travailler avec les équipes sur place. On a des équipes de management très solides sur ces marchés et la croissance est très forte. Récemment, on a organisé un petit événement à Beijing et on a touché 123 millions de consommateurs via les réseaux sociaux, en une seule manifestation.
Les grands groupes consacrent des milliards de dollars par an à la publicité pour l'alcool. C'est une machinerie gigantesque, chez Carlsberg comme chez les autres. On avait installé le dispositif dans cette salle. Tous les houblons de Liverpool. Ces 4 tables étaient remplies de plants, les pots étaient posés ici et les plantes montaient très haut. Plus haut que les spots, parce que le houblon pousse très vite. On le voit grandir au quotidien. Ensuite, on avait de grands écrans sur 1,50 m de haut et ils étaient installés sur tout le pourtour des tables. On a passé tous les matchs de Liverpool des 25 dernières années, des matchs de Première Ligue et de la Ligue des Champions. L'idée, c'était d'encourager la croissance des plants et d'intégrer l'esprit de Liverpool dans les cônes de houblon. On les a ensuite récoltés et utilisés pour la production de bière, qu'on a vendue ou offerte aux fans de Liverpool. En Grande-Bretagne, les enfants et les jeunes sont massivement exposés au marketing publicitaire pour l'alcool, à tel point qu'ils s'identifient à des marques et y deviennent fidèles. Une étude récente a montré qu'en Grande-Bretagne, les enfants des écoles primaires savent mieux identifier les marques des grands producteurs d'alcool que celles de glace et de biscuits au chocolat. Ce n'est vraiment pas glorieux, mais ça montre bien l'omniprésence du marketing de l'alcool, y compris dans les espaces publics où évoluent les enfants. Dans les publicités pour boissons alcoolisées, on voit souvent des femmes hypersexualisées ou des hommes hypermasculins. Et ces messages contribuent à ancrer les stéréotypes de genre dans les jeunes esprits. Il y a aussi un nombre effarant de publicités pour l'alcool en ligne et sur les réseaux sociaux, qui sont bien sûr des espaces très prisés des enfants et des jeunes. Ce sont aussi des espaces extrêmement peu régulés, où l'on peut observer des pratiques commerciales bien plus subversives. Si on boit de l'alcool, ce n'est pas seulement à cause de la publicité. Mais ce qui est intéressant, c'est de procéder à des comparaisons à l'échelle internationale. Que se passe-t-il quand l'alcool est bon marché ou à l'inverse quand il est très cher? Que se passe-t-il quand la publicité pour l'alcool est autorisée ou à l'inverse qu'elle est interdite? Que se passe-t-il quand l'alcool est vendu 24 heures sur 24 à chaque coin de rue et dans toutes les stations-service, comme en Allemagne? Et que se passe-t-il quand ce n'est pas le cas? Pour le cas de l'Allemagne, la consommation annuelle d'alcool frise les 10 litres par personne. Quand on compare avec d'autres approches, il est clair qu'une part importante de cette consommation, environ 3 ou 4 litres, sont imputables à des conditions qui favorisent la consommation d'alcool. 10 litres d'alcool pur, ça représente environ 200 litres de bière, 85 litres de vin ou 25 litres de whisky. Ces chiffres sont les mêmes dans plusieurs pays d'Europe centrale et en France. Les pays scandinaves sont un peu en dessous de cette moyenne et elle est nettement inférieure dans des pays comme l'Italie. Dans les pays du Sud, la différence a des causes climatiques et culturelles. En Scandinavie, elle est due à une réglementation plus stricte. Il existe des preuves incontestables dans le monde qui montrent que si on régule le prix de l'alcool, sa vente et sa promotion, on réduit très fortement ses méfaits au sein de la société. L'Organisation mondiale de la santé a désigné ces 3 facteurs comme les meilleurs leviers pour réduire la consommation d'alcool et recommande au gouvernement d'adopter des mesures fortes à ce niveau. Mais il y a un obstacle majeur au progrès dans ce domaine, c'est l'action des entreprises du secteur, qui ont bien sûr tout intérêt à encourager la vente et la consommation de leurs produits. Quand mes amis ou des connaissances me disent «
Tu ne bois plus du tout depuis plus de 3 ans, comment tu fais? Moi, j'en serais incapable. Je réponds, je vais bien parce que je ne vais pas mal. L'abstinence ne m'a pas fait découvrir des choses qui rendraient ma vie plus belle, plus équilibrée, ou plus digne d'être vécue, comme le disent beaucoup de gens qui écrivent des livres sur leur histoire personnelle avec l'alcool. Depuis que je ne bois plus, j'ai découvert que la vie est belle. Ou bien, les couleurs et les odeurs, tout est bien plus beau. Pour moi, pas du tout. Tant que je n'étais pas dépendant, ma vie était bien plus belle avec alcool qu'elle ne l'est maintenant sans alcool. C'est une évidence. Je ne suis pas contre l'alcool, parce que j'en ai bien profité pendant une trentaine d'années, pour le plaisir et la bonne humeur qu'il me procurait, mais aussi comme stimulant. Et il ne m'a pas fait de mal. Je n'ai pas de lésion au foie. En revanche, la question de savoir pourquoi 10, 12, 15% des gens ne parviennent pas à maîtriser leur consommation et deviennent de gros buveurs, c'est une autre affaire. Ce n'est pas le fait de l'alcool en lui-même. Ce n'est pas l'alcool qui serait démoniaque ou qui serait une drogue. Ça vient de nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous, dans notre psychisme, dans notre culture, dans nos habitudes sociales, qui n'a pas appris ou qui n'est pas capable d'empêcher au bon moment qu'on devienne alcoolique. But what cocktails? White Russian? Like porn star Sex on the beach? Espresso martini? No. No. Stay away from beer until the end of the night. Stay away from like Kopparberg and cider because like that's just going to make you go. Let's do a Jaeger bomb. You have one drink and you do the shots as the side drinks. You have the shots as like the side. It's like you have a starter. The starter's like the cocktail. I'm in love with Harry Redknapp. Yeah. Je me sens toujours plus âgée que je ne suis. Quand j'avais 14 ans, j'avais l'impression d'en avoir 24. Et tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu es déjà sortie en ville avant? Oui, mais pas dans un truc de luxe. Et puis c'était un mercredi, pas un samedi. Tout le monde disait, c'est encore Sarah, elle est encore bourrée. J'imagine que les gens trouvaient ça marrant, et dans une certaine mesure, ça l'était. Mais à la longue, ça n'avait plus rien de drôle. J'ai commencé à en baver. Et je me suis demandé ce qui n'allait pas chez moi et pourquoi je ne pouvais pas boire comme tout le monde. Il m'arrivait de sortir assez décidée à ne prendre qu'un ou 2 verres. Je voyais mes amis le faire. Ils disaient, on va boire 2 bières ou 2 verres de vin et puis on rentre. Je les accompagnais, je voulais faire pareil. Sauf qu'après 2 verres, ils partaient et moi je me disais, je rentre pas. Et je restais parce qu'il m'en fallait plus. Quand on ingère de l'alcool, il va de la bouche à l'estomac, puis il passe dans le sang et le cerveau. Dans le cerveau, il va se lier à un récepteur du système nerveux qui s'appelle le GABA. C'est le principal neurotransmetteur du calme. L'alcool calme le cerveau. Et voilà pourquoi on se sent détendu, sociable et moins angoissé. Il peut aussi agir sur d'autres transmetteurs et avoir d'autres effets. Il peut libérer de la dopamine, qui est notre démarreur interne. C'est ce qui explique que certains deviennent très animés, très enthousiastes quand ils boivent. L'alcool peut aussi libérer des endorphines, d'où sa capacité à atténuer la douleur. Il peut encore favoriser la sérotonine, le neurotransmetteur de la bonne humeur. Donc l'alcool a toute une série d'effets qui se déclenchent à mesure que sa quantité augmente dans le cerveau. Mais si on continue de boire, l'alcool se met à interagir avec le glutamate. C'est le neurotransmetteur qui nous tient éveillés, et l'alcool le neutralise. On va donc s'endormir quand on atteint un certain niveau d'alcoolisation. Puis on va se retrouver anesthésié, et enfin, on peut mourir.
Parce que si on bloque trop le glutamate, on cesse de respirer. On peut dire que toute ma vie, j'ai été dépendant à l'alcool. Ce n'est pas l'ivresse que je recherchais, mais cette sorte de stimulation légère et permanente que je créais grâce à l'alcool. Il est clair que l'alcool est à la fois puissant et versatile. Au cours d'une même journée, il y a différentes phases ou étapes dans l'alcool, et on peut l'utiliser de plusieurs façons. Par exemple, il peut nous stimuler, nous doper. Dans des moments de stress, il peut nous rassurer. Et quand on doit écrire des textes assez longs ou monter des films en salle de montage, il nous permet d'aplanir les difficultés ou de nous détendre. La reconnaissance sociale était très importante pour moi et je voulais absolument m'épanouir dans mon travail. Donc il n'était pas question de prendre le moindre risque. L'alcool ne devait en aucune façon influer sur mon travail ou en diminuer la qualité. Mais peu à peu, ma consommation a augmenté. Et un jour, j'ai pris conscience que je n'avais plus de prise sur la situation. Les gens extérieurs, mes collègues, mon entourage, personne n'a vu ce qui m'arrivait. C'était peut-être parce que je n'étais pas seul dans mon cas. J'étais entouré de personnes qui étaient à la limite entre la boisson plaisir et le comportement à risque. Moi, j'appartenais déjà à la deuxième catégorie. Il m'est arrivé plusieurs fois par semaine de vider une petite bouteille le soir tout seul, avant d'aller me coucher, pour me calmer et pour pouvoir dormir. Pourquoi on fréquente les bars? On peut très bien boire seul chez soi, mais on n'en a pas toujours envie. C'est d'abord un fait social, je dirais. C'est un peu comme un port. Où qu'on soit, on peut s'y abriter et on s'y sent plus ou moins en sécurité. C'est un endroit coupé du reste du monde. Et puis il faut faire attention aux gens, s'occuper d'eux. Beaucoup boivent d'abord pour se calmer. Et ensuite ils vont aller ailleurs pour se changer la tête. Il y a peu de gens qui boivent pour le plaisir. Ce n'est pas facile de gérer sa consommation pour qu'elle reste sensée. Être complètement sous, ce n'est pas vraiment de l'ivresse. L'ivresse, c'est autre chose. C'est un état de conscience différent où on sort de soi-même. Pour l'atteindre, il faut être seul ou en petit groupe, parce que chacun réagit différemment à l'alcool. À l'origine, l'alcool a sans doute joué un rôle important dans un contexte spirituel ou religieux, comme la plupart des drogues. Autrefois, il y avait des cérémonies sacrées où on s'enivrait ensemble, mais elles obéissaient à des règles. On savait qui buvait et en quelle quantité. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Pour résumer mon rapport personnel à l'alcool, quand j'ai commencé à boire, je me suis rendu compte qu'il me suffisait de prendre un verre pour que toutes les tensions, toutes les choses qui se passaient dans ma tête, l'angoisse, les craintes, les soucis,
toutes les choses négatives s'évanouissent. On fait la fête et tout ce qui vous empoisonne la vie n'a plus aucune importance. Donc on veut prolonger ce sentiment, rester dans cette zone où plus rien ne peut nous toucher. Et plus on se met dans cet état, plus on veut y rester et plus on boit. J'étais comme ça. Dès que j'avais bu un verre, je me sentais différente. J'avais envie de reproduire cette sensation, de la faire durer au maximum. Je restais avec n'importe qui. Je me faisais des amis ou des connaissances pour pouvoir rester au pub et continuer à boire. Il y a une dizaine d'années, j'ai entrepris d'analyser les méfaits des différentes drogues grâce à une grille d'évaluation que j'avais mise au point. Elle tient compte de tous les dommages possibles causés par les drogues. Il y en a 16 en tout, dont 9 qui concernent le consommateur. Les dégâts vont de la mort dès l'ingestion au ravage sur le corps et à la dépendance. Les 7 autres concernent la société. La conclusion, c'était que l'alcool était la drogue la plus nocive en Grande-Bretagne. Beaucoup ont trouvé ça ridicule. Alors on a monté un groupe de 30 experts européens issus de 20 pays. On a refait l'analyse et on est arrivé au même résultat. En Europe, l'alcool est la drogue la plus néfaste de toutes. Et la raison, c'est qu'en comparaison des autres drogues, l'alcool cause des dommages énormes à la société. Il est responsable d'un grand nombre des accidents de la circulation, d'abus sexuels, de maltraitance des enfants, etc. Et il entraîne des dépenses exorbitantes en matière de santé publique et de police. Quand j'ai dit aux hommes politiques que la prévention contre la drogue devait se concentrer sur l'alcool, ils étaient très embêtés. Parce qu'évidemment, le secteur des alcools est extrêmement puissant. Il agit en permanence en coulisses pour influencer les décideurs. Et j'ai été renvoyé de mon poste de conseiller principal du gouvernement pour avoir dit que l'alcool était la plus nocive des drogues. La production de boissons alcoolisées est bien ancrée dans de nombreuses régions d'Europe. À Bruxelles et dans toutes les capitales du continent, de puissants lobbies défendent les intérêts des producteurs d'alcool. Le secteur du vin représente un énorme marché. Sur le plan économique, c'est le premier produit d'exportation de l'industrie agroalimentaire en valeur au sein de l'Union européenne. En 2017, nous avons exporté pour 11,3 milliards d'euros de vin hors les frontières de l'Union, ce qui induit une balance commerciale positive de près de 9 milliards d'euros. Donc on exporte beaucoup et on importe peu. 3 millions de personnes travaillent directement dans la production de vin. On dit souvent que c'est un pilier central de l'économie agricole de l'Union européenne. Qu'on soit en Chine, au Brésil ou au Nigeria, quand on achète du vin, on n'achète pas seulement le produit en lui-même, mais aussi son image. C'est un produit qui a de l'élégance, qui est associé à la gastronomie, qui est raffiné. Il véhicule tous ces éléments culturels. Le vin, ça rend humain. Les gens créatifs ne boivent jamais d'eau, ils ne boivent que du vin. Et le vin, pour beaucoup, c'est le business. Mais surtout, c'est synonyme de joie de vivre. Boire du vin et partager le vin. Chanter, écrire des poèmes, faire l'amour. Partager le vin et l'amour, être en bonne compagnie, c'est le plus beau dans la vie. Glory, glory, hallelujah.
En Europe, nous représentons environ 1 million d'emplois directs dans le secteur de la production et de la vente. Et de façon indirecte, c'est une activité qui a des répercussions commerciales positives sur les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. L'année dernière, nous avons exporté pour 11 milliards d'euros de spiritueux. Nous sommes en tête des exportations européennes de produits alimentaires, avec le vin. C'est donc un secteur de très grande valeur. Et pour reprendre les mots du commissaire à l'agriculture ici à Bruxelles, nous sommes l'un des champions de l'exportation de produits alimentaires. Pour en apprendre un peu plus sur le succès à l'export des spiritueux européens, je me rends au Nigeria, un marché en expansion dans le commerce mondial de l'alcool. Pour l'industrie de la bière, l'Afrique est certainement l'un des marchés les plus prometteurs qui soit. C'est un continent qui monte. Dans de nombreux pays, l'économie se porte mieux qu'il y a 15 ou 20 ans. Les classes moyennes sont en progression et de plus en plus de gens ont de l'argent à dépenser. Selon des données récentes, chaque bière vendue en Afrique rapporte près de 50% de bénéfices de plus que partout ailleurs dans le monde. Si l'Afrique est si rentable pour Heineken, c'est qu'il y a peu de concurrence. Il y a 3 grands acteurs mondiaux dans ce domaine. AB InBev, Heineken et Diageo. Ils se partagent la quasi-totalité du marché. Il est certain que l'Afrique intéresse l'industrie de l'alcool. Ici, personne ne contrôle ce qu'elle fait. Et le marché est en croissance. Un pays comme le Nigeria compte près de 200 millions d'habitants à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle une terre d'opportunité pour les intérêts commerciaux. Contrairement à ce qu'on croit, Heineken existe sous de multiples noms. Ils ont réussi à créer des marques locales qui marchent très fort ici, comme la Star et quelques autres qui sont un peu moins chères. L'abstinence est supérieure à 50% dans la plupart des pays, peut-être même dans tous les pays du continent, sauf en Afrique du Sud. Pourtant, si on regarde le nombre actuel de buveurs d'alcool et les quantités qu'ils consomment, on voit que les pays africains figurent en bonne place, voire au-dessus de nombreux autres pays. C'est bien le problème. Quand on boit, c'est pour se saouler. Ça, là, tu en bois quand il pleut. Quand ils en achètent, la pluie disparaît. C'est immédiat. C'est bon pour le corps. C'est le gin, ça s'appelle du Chelsea. C'est du gin. Au Nigeria, comme dans de nombreux autres pays d'Afrique, il n'existe pas de réglementation destinée à interdire la consommation d'alcool en dessous d'un certain âge ou à limiter sa vente. La consommation par personne a doublé depuis les années 1960. Au cours de mon enquête, je me suis entretenu avec l'ancien directeur général d'Heineken au Nigeria, Festus Odimegwu. Il m'a dit qu'Heineken avait lancé une opération baptisée Hotspot, point chaud. Ils avaient élu 500 bars comme point chaud.
Et il faut savoir que selon un mythe bien ancré dans pas mal de pays africains, la bière brune améliore les performances sexuelles. Beaucoup de buveurs de bière le croient. Guinness en bénéficie depuis longtemps. Heineken a donc engagé une grande quantité de prostituées, environ 2000 ou 2500, pour faire la promotion de sa bière brune. Je ne parlerai pas tout à fait de prostituées. Je dirais qu'on a fait appel à des femmes. Les clients qui viennent au bar sont incités à prendre de la Legend Extra Brune. Après 2 ou 3 bouteilles, ils sont pompettes. Ils peuvent choisir n'importe quelle femme qui est là en service. Ils louent une chambre pour 1 heure. Ils s'amusent un peu et ils reviennent dans le bar. Et la fille aussi. Une fois au bar, l'homme commande une autre bouteille, ou 2, et il choisit une autre fille. Et la fille choisit elle aussi quelqu'un d'autre. Les filles sont payées pour le service rendu. C'est ce qu'elles font de toute façon, elles se vendent aux hommes. Donc c'est une bonne opération pour elles aussi. C'est du gagnant-gagnant. En ce qui me concerne, ça me pose un problème d'ordre moral. Ce n'est pas quelque chose que j'encouragerais. Ça ne se fait plus, mais Heineken a toujours des hôtesses pour faire sa promotion. Si on veut travailler pour Heineken, il faut avoir des formes, sans être grosse. La plupart du temps, ils recrutent des filles directes, des filles qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont capables de convaincre. Il ne suffit pas d'être jolie, il faut aussi être assez déluré pour vendre la marque aux clients. Les clients les traitent comme des prostituées. Ils les touchent, ils leur mettent la main aux fesses, sur le corps. Ils disent des choses du genre « tu es trop mignonne ». Ils vont faire des réflexions graveleuses et peuvent même carrément tenter de les violer. Il faut penser au salaire. On a besoin de cet argent, alors on regarde ailleurs pour pouvoir affronter une nouvelle journée de boulot. Ces hôtesses sont recrutées par Heineken dans 13 pays africains. Quand j'ai révélé tous les mauvais traitements dont elles étaient victimes, le groupe a affirmé qu'il avait mis un terme à ces opérations dans certains pays, mais sans me préciser lesquels. Donc, on ne peut pas vérifier leurs dires. Malgré nos relances, Heineken n'a pas voulu nous accorder d'entretien au sujet de sa politique commerciale en Afrique. L'histoire de Heineken en Afrique est représentative du comportement de l'industrie de l'alcool sur l'ensemble du continent. D'après ce que j'ai vu, observé et lu sur le sujet, c'est vraiment un cas d'école. Anheuser-Busch InBev est le plus grand groupe brassicole du monde. Il nous a interdit de filmer à l'intérieur de ses tentes lors de l'Oktoberfest. Ce groupe possède plusieurs centaines de marques. Il a notamment Leffe, Budweiser, Stella Artois et Corona. Pourquoi les entreprises du secteur refusent-elles si obstinément de communiquer ? Le problème, c'est l'alcool et la santé. Nous avons très peur. Nous pensons vraiment qu'il y a une volonté de la part de certaines organisations ou d'une partie de la société de diaboliser les boissons alcoolisées. Si nous ne parvenons pas à défendre la place d'une consommation modérée dans le cadre d'une vie saine, d'ici 5 ou 10 ans, nous allons nous retrouver dans un contexte complètement différent pour la production de vin.
En Allemagne, le gouvernement fédéral voulait formuler différents objectifs sanitaires, dont la réduction de la consommation d'alcool. Le processus a duré plusieurs années et il a été massivement influencé en sous-main par l'industrie de l'alcool. On le sait grâce aux documents qui ont été divulgués. Les producteurs d'alcool ont tenté d'infléchir certaines mesures, voire de les bloquer. Ils ont même été jusqu'à essayer de modifier la définition même de l'objectif. Ils voulaient supprimer l'objectif même de réduction de la consommation d'alcool. Ces producteurs, notamment la Fédération allemande des brasseurs, ont toujours dit « Nous sommes favorables à la prévention pour ce qui est de l'alcool, et nous en faisons d'ailleurs nous-mêmes, tant qu'elle ne nuit pas à notre chiffre d'affaires. » Pour finir, la discussion sur la réduction de la consommation d'alcool est restée en suspens en Allemagne, et cet objectif sanitaire n'a pas été adopté. Les travaux de réflexion ont été abandonnés. L'industrie de l'alcool a tiré les leçons des erreurs de l'industrie du tabac qui avait menti au sujet de l'addiction au tabac. Le mensonge a été dévoilé et sa compétence scientifique a été complètement discréditée. Donc l'industrie de l'alcool dit « Bien sûr l'alcool est dangereux, mais il faut boire de façon responsable ». Sauf que quand on boit, c'est justement pour oublier ses responsabilités. Combien de gens vont se dire « Mince, je suis en train de devenir irresponsable, il faut que j'arrête de boire ». Mais on est déjà ivre quand on se dit ça. Ils sont très malins. Ils ne nient pas les méfaits du produit. Ils disent seulement que c'est votre faute si vous buvez de façon irresponsable. Nous sommes conscients du risque que présente l'abus de vin ou de n'importe quelle boisson alcoolisée. Nous savons que la molécule d'alcool est addictive. Nous connaissons des gens qui ont souffert de l'alcool. Nous savons que c'est une réalité, on ne peut pas fermer les yeux. Mais nous pensons que si la consommation s'intègre dans une vie normale, avec une culture du vin, les risques d'addiction sont minimes. Nous avons à l'heure actuelle une centaine de projets en cours qui encouragent différents aspects de la consommation responsable. Ça va de campagnes de prise de conscience sur le thème boire et conduire à des formations destinées aux barman ou aux employés de supermarchés pour ne pas vendre d'alcool aux mineurs ou à des clients qui ont déjà trop bu. En Grande-Bretagne, des analyses ont montré que 68% des bénéfices enregistrés par les fabricants d'alcool, soit les 2/3, proviennent des consommateurs qui dépassent le seuil recommandé pour réduire les risques. Par conséquent, si tous les buveurs du pays suivaient l'avis du gouvernement pour réduire le risque de problèmes de santé, ça représenterait un manque à gagner d'environ 13 milliards de livres par an pour l'industrie de l'alcool britannique. Pour les experts de la prévention, les campagnes de prévention menées par l'industrie de l'alcool sont intéressantes parce qu'elles montrent précisément ce qui ne fonctionne pas. Ces opérations ne sont pas faites pour porter leurs fruits, mais pour faire semblant d'agir. Et d'ailleurs, en général, leurs résultats ne sont pas évalués. J'ai fait partie d'une équipe de chercheurs qui a analysé plus de 3000 projets de responsabilité sociale lancés par l'industrie de l'alcool. Il s'est avéré que l'écrasante majorité de ces projets n'avaient absolument aucune efficacité et n'utilisaient pas de techniques d'évaluation fiables pour mesurer leur impact. De plus, les marques des boissons sont omniprésentes. Pour moi, la majorité de ces projets sont de simples prolongements du marketing et on peut les considérer comme des pratiques commerciales intéressées. Grâce à elles, les grandes multinationales de l'alcool se ménagent les faveurs des hommes politiques. Elles simulent l'exemplarité. Elles font croire qu'elles dépensent leur argent pour une bonne cause, alors qu'en fait, elles protègent leurs bénéfices et s'assurent qu'on ne prendra aucune mesure de santé publique.
Une jeune femme vulnérable, seule. J'ai eu de la chance. Il aurait pu m'arriver des choses bien pires. Il y a des gens mal intentionnés et ils peuvent s'en prendre à vous parce que vous êtes jeune, une jeune fille ou même un jeune homme et que vous avez trop bu. J'ai remarqué que je me retrouvais de plus en plus souvent dans ce genre de situation délicate. Et pendant toutes ces années, ma famille a souffert pour moi. J'ai 2 sœurs, un père et une mère qui m'aiment. Et ils tremblaient à chaque fois que je sortais, parce qu'ils se demandaient si j'allais rentrer à la maison. J'en étais arrivée là surtout vers la fin. Je sortais et je rentrais pas pendant 4 jours. Même mes amis savaient pas où j'étais. Mon téléphone était coupé. Un jour, et ça je m'en souviendrai toujours, ma petite sœur a dit qu'elle était allée avec mon père dans le champ à côté de la maison pour voir s'il n'y avait pas mon corps. Dans ma tête, je me disais, je suis pas alcoolique. Je savais que j'avais un problème et j'essayais de trouver ce que c'était. On a une certaine image de l'alcoolo ou de la personne qui a un problème de boisson. J'avais moi-même ce stéréotype en tête. Et comme j'avais 24 ans, que j'avais un toit, un emploi auquel je me raccrochais, je me disais, je peux pas être alcoolique. Je travaillais dans une petite boutique à l'époque. Il y avait une cliente qui venait souvent au magasin et on discutait. Elle s'appelait Annalisa. C'était quelqu'un de très gentil, une belle femme qui parlait bien, toujours d'un calme olympien. Je me sentais proche d'elle. J'allais pas assez bien pour bosser, mais je me forçais à y aller parce que j'en avais besoin. Mais j'étais en vrac. Je tremblais, j'étais à côté de mes pompes. J'avais peur, j'étais angoissée, déprimée, j'allais pas bien. Cette dame est entrée dans la boutique et je me souviens m'être dit que j'étais contente de la voir parce qu'elle était apaisante. Elle est arrivée à la caisse avec ses achats et elle m'a demandé « Comment allez-vous ?» J'ai répondu « Je vais pas bien, j'ai très peur, je pense que j'ai un problème, il faut que j'aille aux alcooliques anonymes. » Et là, je me suis demandé pourquoi j'avais dit ça, parce que jusque-là, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Et cette dame si classe, qui parlait si bien, qui était si bien habillée, avec son joli sac à main et tout, elle m'a dit « Je suis sevrée depuis 6 ans, je peux vous donner mon numéro pour en discuter, on pourrait aller à une réunion ensemble. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai noté son numéro. Parce que je me suis dit, elle n'a pas l'air d'une paumée. Et elle me dit qu'elle boit plus, qu'elle a décroché. Ça m'a décidé à aller voir ça de plus près. Quand on est une personne à tendance dépressive, comme je le suis depuis ma prime jeunesse, on peut cacher un temps cette tendance à travers de multiples activités, le travail et l'alcool en ce qui me concerne. Mais à la longue, ça ne fait qu'amplifier le problème, parce que l'alcool est une substance qui favorise les dépressions. On parle d'ailleurs de son caractère dépressogène. À partir de là, je suis passé de buveur à risque à alcoolique invétéré. C'est une sorte d'engrenage. Pendant 3 à 4 ans, je me suis retrouvé dans un stress psychique permanent, avec beaucoup d'épreuves à surmonter, quelques coups du destin, des maladies, des décès. Et c'est comme une pente, cette descente vers la dépression, qui conduit d'abord à ne plus prendre de plaisir à rien, à ne plus avoir envie de rien, pour finir au point où on se demande, au fond, pourquoi est-ce que je vis?
Et puis j'ai divorcé, et ainsi de suite. Bitte kommen Sie mit mir, Sie kennen den Weg. Wir wissen leider nicht, Malheureusement, nous ne savons pas à quel moment on devient alcoolique. Je donnerais cher pour pouvoir dire à quelqu'un « Vous pouvez boire encore jusqu'au 16 janvier et après il faudra faire attention. Il faudra arrêter parce qu'à partir du 17 ou du 18 janvier, vous serez alcoolique. » Ce n'est pas aussi simple malheureusement. Nous savons que certaines personnes ont plus de risques de franchir ce pas vers la dépendance. Et ce n'est pas leur personnalité qui est en cause, comme on l'a longtemps cru. On sait aujourd'hui qu'il n'existe pas de personnalité de type dépendant au sens d'une prédisposition, qui nous permettrait de comprendre pourquoi on devient toxicomane. Ce sont de tout autres facteurs qui entrent en jeu. La très forte consommation d'alcool, la consommation régulière et surtout la consommation d'alcool en raison de son effet. Dans ces cas-là, on ne boit pas par plaisir, on boit en vue d'un effet psychique. Il y a un deuxième mécanisme qui vient s'ajouter à cette fatalité, c'est le phénomène d'accoutumance. Je vais avoir besoin de plus en plus d'alcool pour obtenir le même effet. Et c'est en quelque sorte la porte d'entrée vers l'alcoolisme. La première fois que j'ai essayé de me soigner, je m'étais dit, je vais suivre un traitement et on verra bien. Cette fois-ci, je me suis dit que si je m'y mettais, ça devait être avec la volonté de réussir et d'arrêter l'alcool. C'est extrêmement difficile de se dire plus jamais d'alcool. Parce que pendant toute une vie, l'alcool vous a dopé et accompagné. Il vous a procuré du plaisir et ainsi de suite. Sans compter l'aspect social de la boisson. Dans notre esprit, boire, c'est se faire du bien par excellence. Parce que c'est lié à la fête, au plaisir. L'alcool est une substance qui endommage pratiquement tous les processus physiologiques. D'abord le système digestif, avec des lésions du foie, du pancréas, de l'estomac, des intestins. Mais il endommage aussi le système cardiovasculaire, la peau, et puis le système nerveux bien évidemment, aussi bien le cerveau que les nerfs. Et il produit même des lésions au niveau des os, des œdèmes osseux. L'alcool atteint presque toutes les parties du corps, lorsqu'on en consomme à forte dose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool serait responsable de 200 maladies ou traumatismes. Le cancer est fortement favorisé par la prise excessive d'alcool. Cela concerne les cancers de la cavité buccale, de la gorge,
du larynx, de l'œsophage, mais aussi 2 autres cancers très fréquents. Vous savez peut-être que le carcinome du côlon est l'un des cancers les plus fréquents en Europe. Or, l'alcool favorise l'apparition des cancers du côlon et du gros intestin. Le second est le cancer du sein. C'est l'une des formes de cancer les plus fréquentes chez la femme, et l'alcool le favorise. Les jeunes filles qui commencent à boire de l'alcool à 13, 14, 15 ou 16 ans présentent un risque nettement plus élevé de développer un cancer du sein 20 ou 30 ans plus tard. Quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de parents dépendants à l'alcool et qu'on n'a pas de maladie que l'alcool pourrait aggraver, on peut tolérer une dose qui correspond à 1/4 de litre de vin pour un homme et à la moitié pour une femme. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à l'alcool, pour une série de raisons qui sont encore l'objet de discussions. Si on reste en deçà de ces valeurs, on peut dire qu'on est dans la fourchette à faible risque. Mais le risque est là. En France, 8% des 18-75 ans ont un comportement à risque et l'Union européenne compte 23 millions de personnes dépendantes à l'alcool. C'est infiniment plus que les drogues illégales. Depuis quelques années, ces chiffres sont globalement stables. Ils sont en baisse chez les hommes. En revanche, ils augmentent fortement et régulièrement chez les femmes. L'alcool est plus accessible aux femmes qu'il y a quelques décennies et il est devenu un facteur d'émancipation. En résumé, nous avons un problème d'alcool en Allemagne. Tout le monde ou presque y est confronté. La consommation moyenne d'alcool est beaucoup trop élevée. Elle représente 10 litres d'alcool pur par personne et par an. Par personne, ça veut dire qu'on inclut tous les bébés et tous les centenaires. On ne peut pas consommer 10 litres d'alcool pur par an sans nuire à sa santé. Ce n'est pas possible. La quantité est si élevée que les problèmes d'alcool concernent toute la société. Pourquoi le gouvernement est-il si favorable à l'alcool alors que les recettes fiscales sont très faibles et les dépenses de santé énormes? De fait, les coûts induits par l'alcool sont environ 10 fois plus élevés que les recettes des taxes sur l'alcool. Ces recettes sont de l'ordre de quelques milliards, alors que les coûts se montent à plusieurs dizaines de milliards, au moins 20. En général, on avance le chiffre de 40 milliards. La raison de cette contradiction apparente, c'est que les recettes fiscales arrivent dans les poches de l'État, alors que les dépenses sont payées d'abord par ceux qui sont touchés, par leurs familles, ensuite par les caisses de maladie et les caisses d'assurance vieillesse. Les assurés sociaux payent pour les problèmes dus à l'alcool, même s'ils n'en ont pas personnellement. Mais pas l'État. Les dépenses sont à long terme, les recettes fiscales sont immédiates. Si on restreint la vente d'alcool, on perd des recettes fiscales en quelques jours. Voilà pourquoi les hommes politiques préfèrent sacrifier la santé à long terme au profit et aux gains financiers à court terme. J'ai passé 20 ans de ma vie à vendre une drogue qui détruit des vies. On va au bar pour démarrer la soirée. Donc, quand on est barman, on donne le départ de la fête. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On offre une tournée. Allez, on prend un verre tous ensemble. Ça a ruiné une partie de ma vie. Il y a 3 ou 4 années de mon existence dont je ne me souviens plus très bien. On travaille dur, on fait la fête, on se retourne la tête, encore et encore, 7 jours sur 7. Et j'ai encouragé ça chez d'autres personnes. En fait, on est des dealers de drogue légale. C'est tout. Le gouvernement nous accorde une licence pour vendre de l'alcool. Pour vendre la drogue la plus addictive qui soit. Et pour vivre de ce commerce. C'est difficile à admettre.
Si je veux faire le philosophe, je peux dire que j'ai sans doute détruit la vie de beaucoup de gens. Mais je leur ai donné du plaisir tout en détruisant leur vie. Un jeune membre de mon équipe avait un ami qui travaillait au Parlement. Et cet ami l'a emmené à une soirée là-bas. Elle avait lieu sur l'une des grandes terrasses qui dominent la Tamise. Et c'était une fête open bar. Diageo fournissait à boire à tous ceux qui se trouvaient là. Mon étudiant était stupéfié. Il regardait les députés et leurs assistants qui buvaient. Il y avait là plusieurs rédacteurs en chef de journaux nationaux et tout le monde était ivre. Mon étudiant a demandé « C'est la fête pour Noël ?» Il pensait que ça se produisait une fois par an. Son ami lui a répondu « Non, ils font ça toutes les 2 semaines. Diageo organise des fêtes open bar au Parlement, on peut y boire autant qu'on veut. Qui va s'opposer à l'industrie de l'alcool si elle lui permet de boire à l'œil tous les 15 jours ?» Diageo est une multinationale basée à Londres et la plus grande entreprise mondiale d'alcool et de spiritueux. Elle est aussi très présente en Afrique, par exemple avec la bière Guinness. Le point aveugle qui permet d'occulter le caractère nocif de l'alcool n'est pas le fruit du hasard. Cet endroit me rappelle des souvenirs, mais pas vraiment les plus agréables. Je me souviens de ces rues pavées. Le jour de mes 18 ans, je suis venue à Liverpool avec quelques amis, et bien sûr, pour son 18e anniversaire, il faut se saouler, c'est obligé. C'est un rite de passage. Je me faisais une joie de cette soirée en ville. Je l'attendais avec impatience, et bien sûr, tout a foiré. Je me suis retrouvée plusieurs fois la tête sur le pavé, à tituber sur mes talons hauts, les genoux entaillés, les cris, les pleurs, les disputes avec les amis. Aujourd'hui, quand je revois cet endroit, je me sens quelqu'un d'autre. C'est comme si cette fille était morte. Enfin, elle n'est pas morte, elle est endormie et il faut tout faire pour pas la réveiller. En revenant ici, je pense à cette fille avec beaucoup de sympathie et de tristesse. Et je suis soulagée d'être sortie de cette vie. Les gens continuent à me dire « Tu bois plus depuis 3 ans, alors tu pourrais bien prendre un verre ou 2 ?» Et je leur réponds « Non. Parce que si je prends un verre, la petite Sarah va se réveiller et revenir en force plus infernale que jamais. Il faut que j'apprenne à vivre sans alcool. Parce que je sais où ça m'emmènerait. Je me retrouverai plus bas que terre. Et ça, c'est fini. C'est la question à 1 million. Qu'y a-t-il de mieux que la drogue? Il faut trouver quelque chose qui satisfait le besoin d'excitation, d'imaginaire ou de détente, mais qui soit aussi socialement gratifiant. Voilà le secret. Au cours de mes recherches à l'hôpital psychiatrique de Bellevue, j'ai découvert que la drogue préférée d'une personne correspond à sa façon propre de diminuer le stress. On va choisir une drogue qui nous va comme un gant en quelque sorte. Et j'en ai conclu qu'on n'est pas dépendant à la drogue en elle-même, mais à une certaine façon de gérer le stress, à des processus chimiques individuels. Ça peut être une drogue, mais aussi le jeu, le sexe, le crime, la religion. Il existe un tas de façons de modifier les processus chimiques du cerveau. Il y a 3 grandes familles de pulsions humaines, l'excitation, la détente, l'imaginaire. On peut les satisfaire au moyen d'une drogue ou d'une activité.
Une fois qu'on a compris ça, on se dit pourquoi ne pas initier un mouvement qui permettrait aux gens de modifier les processus chimiques du cerveau de façon naturelle. Ils pourraient éprouver des sentiments positifs qui bénéficieraient à l'individu et à la société. Et je me suis engagé dans la promotion de cette idée. J'ai envie de voir comment les idées d'Harvey Milkman se traduisent dans la réalité. Je me rends d'abord dans le Colorado, aux États-Unis. Natural Highs propose des stages éducatifs et responsabilisants. On enseigne aux jeunes et aux adultes à se comprendre eux-mêmes. On leur montre comment ils pourront ensuite aider leurs amis à se comprendre. Il existe des outils qui aident à mener une vie plus saine. Pour savoir comment fonctionne une drogue comme l'alcool, il faut comprendre comment fonctionnent nos structures émotionnelles, parce que c'est le même principe. Quand on ressent de l'amour, c'est sans doute la sérotonine, d'accord? Donc il y a libération de sérotonine, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle va? Elle est réabsorbée. Oui. De l'autre côté, il y a des récepteurs de sérotonine, et au moment où elle se fixe sur le récepteur, ça crée une impulsion électrique. Et c'est ce que l'on ressent dans le cas d'un sentiment comme l'amour. Quoi? C'est fou, non? Oui. Tu avais déjà entendu parler de ça? Non. Et c'est important de le savoir, non? Oui. Je suis d'accord avec toi. Fermez les yeux et passez votre corps en revue. Visualisez votre corps et regardez surtout si vous ressentez de la tension, de l'angoisse ou une autre sensation pénible. Réfléchissez bien. En étudiant les drogues, on identifie le neurotransmetteur sur lequel chacune d'elles intervient. À Natural Highs, on dit que si on est attiré par une drogue en particulier, c'est qu'on a un neurotransmetteur préféré. Par exemple, si on est attiré par la cocaïne, notre neurotransmetteur préféré est sans doute la dopamine. Si vous êtes attiré par l'alcool, votre neurotransmetteur favori est probablement le GABA. Une fois qu'on le sait, on peut étudier les caractéristiques de ce neurotransmetteur pour voir comment le rendre actif. On peut même privilégier certains types d'aliments pour stimuler la sécrétion de ce neurotransmetteur. Ces neurotransmetteurs peuvent aussi être libérés lors de certaines activités. On essaie de monter des expériences dans lesquelles les enfants peuvent libérer eux-mêmes un tel neurotransmetteur. Je possède déjà en moi tout ce dont j'ai besoin. Les drogues ne font que copier les précieuses substances chimiques qui font qu'on se sent bien. C'est complètement dingue. Tout a l'air tellement plus net. Oui, tu mobilises ta propre DMT. Ne vous arrêtez pas quand vous fatiguez. On continue jusqu'à ce que je dise stop. Attention, allez! Aujourd'hui, on en sait assez sur le développement du cerveau entre 12 et 25 ans pour dire que tout usage de substances à cet âge va déterminer des schémas qui vont perdurer toute la vie. Donc, plus on repousse le moment de la première prise d'alcool ou de toute autre drogue, plus on améliore la santé mentale. Si vous êtes d'accord, on va faire une petite expérience sur le GABA. Le GABA est libéré naturellement quand on se sent bien dans notre peau. Il est favorisé par le toucher et le sentiment de sécurité. Donc voilà ce qu'on va faire. Là, tel que vous êtes, allongé, on peut créer une sorte de grande toile d'araignée. Et si vous vous sentez prêt et si vous le souhaitez, vous pouvez toucher une autre personne. Si vous ne voulez pas le faire, vous restez dans votre espace.
On ne peut pas dire que l'ivresse naturelle est du même ordre que les effets de la drogue. Ce serait mentir. Si les gens prennent de la drogue, c'est justement pour ses effets puissants et prolongés. Mais le cerveau n'est pas vraiment conçu pour ça. L'extase prolongée est une impossibilité neurologique. Elle cause toutes sortes de problèmes, parce que le cerveau résiste à cette dose massive de dopamine dans les centres du plaisir, les noyaux accumbens. En revanche, toutes les activités de type art, musique, danse, sport libèrent elles aussi de la dopamine dans les noyaux accumbens et procurent du plaisir de façon naturelle. Depuis plus de 20 ans, l'Islande a mis en place un modèle de prévention ambitieux. Il s'agit de changer de manière durable les habitudes de boisson de tout un pays, à commencer par les jeunes. On avait un vrai problème avec le binge drinking, la cuite express. Il était très courant de commencer à boire vers 13 ans. La consommation d'alcool, de tabac et de cannabis augmentait depuis des années. Il y avait un sentiment d'urgence. Il fallait faire quelque chose. Je me suis rendu compte qu'on était tous des enfants d'alcooliques. Le projet était mené par des gens très motivés et tous les partis politiques se sont engagés en faveur de l'idée. C'était typiquement islandais de boire jusqu'à la mort. Mais on ne voit plus ça aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Le projet a été accompagné par l'Université de Reykjavik. Toutes les parties intéressées y ont été associées. Les chercheurs, les décideurs et les praticiens qui travaillent avec les enfants et les adolescents se sont réunis pour mettre au point une nouvelle approche. Il fallait avant tout s'appuyer sur des données. Les questionnaires mesurent les facteurs de risque et de protection chez les jeunes. Voilà celui qu'on va lancer la semaine prochaine. Il sera distribué dans tous les établissements pour les 16-20 ans. On a identifié les facteurs majeurs de risque et de protection. Et on a tenté d'agir sur ces facteurs. Depuis le début du projet, les villes d'Islande investissent jusqu'à 10% de leur budget dans des activités de loisirs pour les jeunes. Pas seulement le sport, mais aussi la musique, la danse et d'autres activités créatives. L'idée était de donner à la population la possibilité de passer de belles journées actives, de s'amuser dans la vie, au sein de son quartier et de son village, et de modifier le comportement du groupe à travers ces activités. L'objectif, ce n'était pas de modifier les mentalités individuelles, mais celles de l'ensemble de la population, et par ce moyen de modifier le comportement des adolescents. Les Islandais ont décidé d'offrir des ivresses naturelles aux enfants avant qu'ils puissent avoir des problèmes de drogue. Ils ont institué un modèle social dans lequel on n'a aucune raison d'aller vers la drogue. Pour moi, le plus important dans l'éducation des enfants d'Islande, c'est d'en faire des individus solides, qui par la suite feront du sport, ou tout simplement seront des membres actifs de la société. Donc on met l'accent sur l'implication de tous. On veut que tout le monde soit capable de jouer, qu'il soit bon ou pas. On donne la même chance à chacun. Et notre entraînement ne porte pas seulement sur la technique du sport. On veut aussi entraîner le mental. Plus de 90% des enfants islandais sont inscrits à un moment ou à un autre dans un club sportif. On a ainsi la possibilité d'influencer ces enfants de plein de façons positives. La plupart des adolescents finissent par essayer l'alcool.
Mais grâce au sport, on peut retarder ce moment au maximum. Je crois que ça fait partie intégrante de l'esprit d'équipe. Pour nous, la famille est un facteur protecteur. Et dans la famille, on trouve 3 éléments qui nous semblent importants. Un soutien affectif, c'est-à-dire l'assurance qu'on peut avoir le soutien de ses parents en cas de besoin. Une surveillance positive. Est-ce que vous savez où sont vos adolescents le samedi soir et avec qui? Et le 3e facteur essentiel, c'est la quantité de temps passé ensemble. Avant, ce n'était pas très répandu en Islande. On se plaisait à croire qu'il ne fallait pas passer trop de temps avec ses enfants. On parlait plutôt de moments privilégiés. On pensait qu'il suffisait de passer 1 heure par week-end avec ses enfants. Mais ce n'est pas aussi simple. Plus on passe de temps avec eux, mieux c'est. Et l'avantage, c'est que ça vaut pour tout le monde. C'est l'idée qu'il faut un village pour élever un enfant. Ça facilite la tâche des parents. Parce que si c'est la règle dans toutes les maisons, on n'a pas à argumenter pour expliquer pourquoi il faut rentrer avant 20 heures. C'est juste parce que c'est écrit sur le réfrigérateur. Les rondes de parents, c'est-à-dire les groupes de parents qui sillonnent un quartier, ça renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. On s'assure que personne n'est dehors en état d'ébriété tard le soir. Mais l'intérêt majeur de ce dispositif, c'est que c'est l'occasion pour les parents de faire connaissance. C'est un endroit très fréquenté, il est ouvert très tard. Il y a un bar glacier qui est un lieu de rencontre pour le quartier. On vient y faire ses courses, ce genre de choses. Alors on se promène ici et à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de personnes trop jeunes à qui il faudrait rappeler de rentrer à la maison. En Islande, la publicité et le marketing pour l'alcool sont complètement interdits. Et la vente de boissons alcoolisées est le monopole de quelques magasins d'État. Ce modèle de prévention à plusieurs étages connaît une réussite exemplaire. La consommation d'alcool régulière des jeunes de 15 ans est passée de 42% en 1998 à seulement 5% aujourd'hui. Le modèle islandais montre que c'est à tous les gouvernements de réduire la consommation d'alcool de la population. Ils en ont même le devoir. Car comme pour toutes les drogues, notre rapport à l'alcool est sociétal. Je travaille depuis 20 ans dans le domaine des politiques en matière de drogue. J'ai commencé à travailler pour le gouvernement britannique en 2000. Et j'ai découvert avec horreur qu'il n'existait pas de définition de ce qu'est une drogue. Puis j'ai regardé les conventions de l'ONU et la réglementation de l'OMS sur le contrôle des drogues. Et j'ai constaté qu'il n'existait pas là non plus de définition de ce qu'est une drogue. C'est évidemment un énorme problème. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'alcool n'est pas considéré comme une drogue, alors que l'héroïne et la cocaïne le sont. Ce ne sont pas les pharmacologues comme moi qui en décident, mais les hommes politiques. Ce voyage m'a fait l'effet d'une révélation. L'alcool n'est pas une simple boisson plaisir, c'est avant tout une drogue. Depuis, je suis stupéfait de voir la légèreté avec laquelle la plupart d'entre nous peuvent boire, moi y compris. Il existe une centaine de règles, je les ai toutes essayées. Par exemple, ne rien boire un jour par semaine, ne rien boire une semaine par mois, passer un mois sans boire. Si on rassemble tout ça, on ne boit pas pendant la moitié de l'année. Si j'avais fait ça, je n'aurais jamais eu de problème. Quand on peut se dire chaque semaine, aujourd'hui je ne vais pas boire une goutte,
Et se dire chaque mois, pendant une semaine, je ne bois rien, et puis résister ensuite un mois entier, on n'est pas dépendant. Ragazzi, qua un altro concetto, vai. Salute di tutti quanti e anche gli ospiti presenti, ok? J'ai mis mon alcoolisme sur le compte d'un tas de choses. D'abord le fait que j'étais homosexuelle et que j'avais peur de le dire. Puis je l'ai dit, mais j'ai pas pour autant arrêté de boire. Ensuite, j'ai cru à des traumatismes dans mon enfance, alors qu'en fait, j'avais une jeunesse assez privilégiée par rapport à beaucoup d'autres. Je pense que le point commun entre tous les alcooliques, c'est qu'on est tous des gens très sensibles, très vulnérables. Et l'alcool, c'est notre façon à nous de nous arranger avec le grand méchant monde. Quand on supprime l'alcool, il faut apprendre à maîtriser ses émotions et notre fragilité sans aller chercher une bouteille de bière ou d'alcool. C'est ce que j'apprends à faire, jour après jour, à m'améliorer, à être plus forte, pour me construire un mur défensif contre l'alcool.